parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Bien, bonjour à vous, monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et alors, forcément, un mot sur déjà le fonctionnement du gouvernement auquel vous appartenez. Cela fait 100 jours que vous y êtes. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un esprit de solidarité, un esprit d'équipe? On sait que récemment, le président Doumbouya vous a appelé à une séance qui a été qualifiée de séance de recadrage, au cours de laquelle on vous a mis face à face avec vos secrétaires généraux, vos chefs de cabinet. Qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement? Est-ce que tout se passe bien, monsieur le ministre? Alors, je vais parler de ce que je connais. Ouais. Avec mes collègues, ça se passe excellemment bien. Dans mon département, avec mon secrétaire général, avec ma chef de cabinet et toute mon équipe, ça se passe excellemment bien. Donc, je ne me sentais pas du tout concerné par la convocation du président. Mais comment vous avez compris cette séance? Cette séance de qualifier de recadrage. Je pense que en fait, le président de la République essaye un peu de passer un message concret. C'est de dire en fait que ce qui est important, c'est de travailler en équipe. Et d'ailleurs, j'aime bien paraphraser. Il y a un entraîneur, il y a un capitaine qui est le Premier ministre, le président est l'entraîneur, et puis derrière, il y a ce qu'on appelle les joueurs. Ouais. Et donc les joueurs doivent faire des passes pour pouvoir effectivement être complémentaires. Cette équipe, elle doit être complémentaire. Si on n'est pas complémentaire, on ne peut pas gagner. Ouais. Mais en étant complémentaire, le rôle que nous avons dans nos départements, c'est exactement le même. Nous sommes les entraîneurs, on a un capitaine qui est le secrétaire général, et puis ça se décante de la même manière dans le département. Donc cet état d'esprit-là et ce message, j'ai vraiment envie de le passer, de dire, vous êtes ensemble, vous êtes des soldats, vous allez à la guerre, et à la guerre, on part ensemble, on meurt ensemble. Bien. Oui, Mamadouri. Oui, c'est aussi le signe que, sans doute, avant même qu'on ne parle d'une étape à mi-parcours, que le président semble un tout petit peu déçu de l'indolence de certains ministres. De certains ministres. On va pas du tout ça, de certains. En même temps, j'ai envie de savoir, parce qu'il y a ce problème, effectivement, qui a toujours été, ou peut-être qui a été l'une des causes du départ de votre collègue de la justice d'avant, c'est la déclaration des biens des ministres. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous ne déclarez plus vos biens? Ou est-ce que certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas encore fait? Alors vous devez savoir que ça a été une priorité dès le départ, qui a été notamment impulsée par le Premier ministre, qui a demandé effectivement qu'il fallait faire toute une déclaration. Oui. Alors aujourd'hui, il y a la Cour des comptes qui doivent effectivement mettre en place les outils pour qu'on puisse faire toutes les déclarations. Mais vous devez savoir que la plupart des gens, moi ça fait 19 ans que je suis en politique et 19 ans que mes biens, vous tapez sur Internet, sont déclarés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est naturel et qui est normal. Quand on rentre dans un gouvernement, vous devez savoir que quand il y a eu en 2009, quand Dadis est arrivé avant les élections, je suis venu faire une proposition, notamment ici, au niveau du gouvernement de transition, pour justement dire qu'il fallait mettre cet outil-là en place en Guinée, parce que c'est important d'avoir la transparence. Et je pense que ce gouvernement, c'est cet objectif-là qu'on s'est fixé, et je pense que d'ici la fin du mois, tous les ministres feront leur déclaration. Ouais, mais après, 6 mois après. Non, c'est pas 6 mois après. 100 jours après. On va dire comme ça, 100 jours après. Monsieur le ministre, vous bien déclarer ça en Belgique, ça veut dire que vous n'avez pas de bien en Guinée? Si, j'ai des biens en Guinée, j'ai de la famille. Dans le micro. Pourquoi je suis belgo-guinéen, et pas guinéen seulement. Pas bien. Ah oui? Bien. J'ai des biens en Guinée, bien sûr. Bien. D'un point de vue, d'un point de vue global. Oui, allez-y. Là, il risque d'être boxé. Bien. Non, pas du tout. Sur un plan global, comment vous regardez cette transition? Vous êtes engagé dans ce processus avec le colonel. C'est vrai, c'est avec quelques risques. Comment vous regardez aujourd'hui cette transition? Est-ce qu'elle va dans la direction que vous souhaitez? Oui, je pense qu'elle va dans la direction qu'on souhaite vraiment, mais vous devez savoir qu'il y a la dimension humaine. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui se passait dans les départements. Il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas, c'est la dimension humaine. Alors ce qui est important aussi, c'est de savoir cette capacité de manager. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens parfois aujourd'hui qui se retrouvent effectivement dans une fonction qu'ils n'ont jamais occupée. Et donc ça demande évidemment d'abord un peu de temps pour pouvoir effectivement rentrer dedans, arriver à comprendre comment accompagner ce processus. Mais je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, on est vraiment dans une approche aujourd'hui qui est vraiment une philosophie et un changement de paradigme complètement. Et donc il faut arriver à inculquer ça, et en 90 jours c'est compliqué de pouvoir l'inculquer, donc il faut un peu de temps.
Et tout se passe bien pour le moment. Donc, En tout cas, chez moi, tout se passe bien. non, mais c'est au plan global, monsieur le ministre. Non, mais chez moi, ça se passe bien et j'estime qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il y a une vraie cohésion. Et il y a des échanges, il y a une complémentarité qui se fait. Et je trouve qu'il y a une belle dynamique. Il y a vraiment... En plus, c'est très intergénérationnel parce qu'on a énormément de jeunes, mais on a aussi des personnes qui sont un peu plus expérimentées. On a des gens qui viennent effectivement de l'extérieur, des gens qui ont des expériences au niveau international et d'autres qui ont des expériences au niveau local. Donc, ça se complémentarise très fort. Ouais. Avant d'aller à la pause, comment vous regardez aujourd'hui le colonel, après 100 jours de collaboration? Comment vous regardez aujourd'hui quel comparatif entre l'homme que vous regardez peut-être à distance, l'homme du 5 septembre, et l'homme que vous connaissez aujourd'hui, que vous avez côtoyé, même pas forcément directement, mais après 100 jours de collaboration? Moi, je suis impressionné en fait parce que j'ai le sentiment qu'il y a... Dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je suis très impressionné parce que j'ai vraiment le sentiment d'abord d'être face à un homme très stratège, avec une intelligence extraordinaire et surtout une capacité de rassembler les hommes. Derrière son discours, derrière cette capacité effectivement de dire aujourd'hui en fait moi j'aime mon pays, je suis prêt à mourir pour mon pays et aujourd'hui on a failli mourir pour ce pays et aujourd'hui ce que je veux c'est qu'il y ait un vrai changement. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois un peu militaires, qui semblent être un peu brutes pour les gens, mais je pense qu'on doit passer par là. La Guinée a été trop laxiste par rapport à beaucoup de choses, il y a eu beaucoup trop d'impunité et je crois qu'aujourd'hui la dynamique qui est mise en place de Storm en tout cas et qu'il incarne, moi je me sens à 200% en phase avec lui. Bien dit, voilà, c'était la mise en bouche. On va entrer de plein pied dans l'interview dans 7 minutes exactement, le temps d'une pause pour nos réclames. Et d'ailleurs on revient cette fois on parle de Cannes, le Cannes au Cameroun avec cette participation décevante. On parle également de la perspective de l'organisation de la Cannes 2025 en Guinée, avant de parler aussi des questions liées à la jeunesse guinéenne. On revient dans quelques minutes. Très mot sur l'Aurora, monsieur le ministre, l'Aurora qui joue son deuxième match ce soir à 20h en Afrique du Sud contre Amazulu, après une première défaite ici à Conakry. Est-ce que vous avez un brin d'espoir pour le seul représentant guinéen en compétition africaine? Oui, j'espère, parce que je pense qu'on a vu le premier match tous ensemble. C'est vrai qu'ils ont fait un excellent match, mais malheureusement, je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de chance. Et donc, j'espère que... Ils n'ont plutôt pas été réalistes, non, monsieur le ministre. Il a dit, en d'autres termes, il a dit qu'ils ont fait un excellent match. Il faut mettre le doigt dans la plaie. Bien. Oui, mais vous savez, le réalisme, parfois, il faut de la chance aussi. Parfois, il faut de la chance. Donc, voilà. J'espère qu'ils vont effectivement avoir beaucoup plus de chance et que leur jeu sera aussi performant que celui d'ici, mais qui sera concluant. Est-ce que vous craignez pour la Guinée, parce que la Guinée qui avait jusqu'ici réussi, notamment grâce aux performances du Auréa, avait réussi donc à pouvoir placer 4 clubs dans les compétitions africaines. Est-ce que ça risque gros pour la Guinée qui risque de perdre des points sur son indice au niveau africain? Ouais, sans doute, mais j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir passer ce cap, ce palier et aller un peu plus loin et aller, j'espère, en quart de finale, voilà, comme ils ont l'habitude de le faire. Pendant ce temps, le championnat, je ne sais pas s'il a repris ou pas, mais le championnat était à l'arrêt suite à une grève des arbitres. Oui, comment vous avez géré cette situation? Je pense qu'il y a vous savez, moi je suis ministre des Sports, je me mêle pas trop de ce qui se passe. Oui, mais les fédérations, au niveau de la fédération. Vous êtes la tutelle des fédérations. C'est vrai, je suis la tutelle de la fédération et la fédération effectivement a fait son travail, notamment le comité de normalisation, et ils ont mis autour de la table les arbitres et ils ont trouvé des solutions puisque les arbitres ont décidé de reprendre effectivement les compétitions. Très bien. Allez, Mohamed Kaba, on continue cette interview. Voilà, alors, on va parler de Cannes à présent. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, parlons à présent de la Cannes. Après la prestation du style national, j'espère que vous avez été informé qu'il y a eu un mort du côté de Yimbaya, un monsieur qui a perdu l'âme. Et secondo, les joueurs après cette élimination ont plutôt préféré rallier leurs différents clubs en Europe au lieu de venir à Conakry. Et le troisième point a été souligné en Conseil des ministres, dans lequel le président a exprimé son regret de constater que les joueurs ne sont pas revenus à Conakry. Et le troisième point, des joueurs qui fumaient de la chicha dans la chambre d'hôtel au Cameroun. Quel enseignement tirez-vous de cette CAN? Vous savez ce que je trouve extraordinaire, c'est que toutes vos questions sont que négatives. Mais c'est bien, parce que vous savez, il n'y a pas que du négatif. Donc c'est vrai effectivement que les joueurs sont rentrés chez eux. Alors vous devez savoir qu'il y a un règlement et un accord entre la FIFA effectivement et les joueurs qui vont en compétition, notamment à la CAN. La CAN, c'est
une des compétitions où les compétitions européennes ne veulent pas qu'on fasse parce que ça perturbe énormément les championnats parce qu'ils ont les grands joueurs africains qui partent effectivement et ça les embête énormément. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le lendemain effectivement du match, le lendemain même, il y a eu des instructions qui étaient données par les clubs pour que les joueurs rentrent. Donc il y a une convention qui permet 48 heures maximum aux joueurs après leur compétition de rentrer de l'autre côté. Sauf si effectivement, exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils vont beaucoup plus loin, ils ont fait une performance, ils peuvent rentrer dans leur pays pendant 48 heures et rentrer 48 heures plus tard. Et cette convention-là, ils ont dû la respecter. Le lendemain même, vous avez vu vous-même, il y a certains joueurs qui sont rentrés, qui ont joué le lendemain et qui ont même marqué un goal. Je ne sais pas si vous en souvenez. J'ai vu, on a vu Morgan. On a vu Morgan qui avait signé un doublé avec Paris FC. Effectivement, et Morgan et Sori Kaba également. Qui lui a marqué en Belgique. Ouais. Il aurait dû marquer ici. Malheureusement, tout à fait. De manière globale, quel bilan vous tirez de cette CAN? Prestation, en tout cas, ou participation décevante? Alors, je dirais honnêtement, alors je pense que j'étais un des seuls à être honnête parce que souvent en Guinée, les gens n'osent pas trop dire les choses. Alors, beaucoup de gens, effectivement, certains étaient très enthousiastes. Certains disaient, ça sert à rien d'envoyer cette équipe parce qu'on n'y croit pas du tout, etc., etc. Et moi, j'ai clairement dit, je pense qu'on est en train de construire une équipe. Aujourd'hui, quand moi j'ai vu Kaba Diawara et que j'ai discuté avec lui, notamment avec la fédération, le Connor, on s'est dit, le projet qu'on a envie d'avoir, c'est l'équipe qu'on a vue avant. On ne veut pas voir cette équipe, on veut voir un nouveau visage. Et ce visage, c'est d'avoir effectivement des joueurs qui peuvent jouer ensemble et qui peuvent montrer un visage. Alors, évidemment, on a vu des bonnes choses, on a vu des très mauvaises choses. Mais les bonnes choses que j'ai vues, moi, je préfère tirer cette leçon positive et voir de quelle manière on peut corriger et continuer à grandir dans le bon sens. C'est vrai, vous avez raison, il y a une grande déception. On avait une grande attente. Alors, vous parlez effectivement d'un monsieur qui est décédé suite à une crise cardiaque, paix à son âme. Paix à son âme. C'est quelque chose de terrible. Est-ce que vous êtes allé voir sa famille parce que c'est prévu, un passionné du Silly. Non, c'est prévu avec mon département, donc j'ai demandé d'identifier le lieu. Et on va aller voir la famille ensemble. C'est prévu la semaine prochaine avec mon département, effectivement, d'aller rendre visite. Merci. Donc personnellement, vous n'êtes pas terriblement déçu de la participation de la Guinée. Vous avez vu des choses positives et c'est ce que vous retenez. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que moi, je ne m'attendais pas à beaucoup plus. Donc, je ne peux pas être déçu. Contrairement à beaucoup d'autres personnes qui s'attendaient à beaucoup plus. Donc, ma déception n'est pas si grande. Ce que j'ai vu simplement, moi, j'ai vu cette équipe. Donc, vous étiez mesuré dans vos attentes. J'étais très contrairement, par exemple, au colonel qui avait sommé aux joueurs de ramener le trophée. Non, alors oui, effectivement, le colonel a donné une mission. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une déception qu'ils ne soient pas revenus. Mais je peux vous promettre une chose, que les drapeaux reviendront et que les joueurs reviendront remettre personnellement le drapeau au président de la République. Très bien. Quel autre enseignement? On est un peu perdu sur ce plateau. Non, pas perdu parce que le ministre n'a pas parlé des joueurs qui fumaient de la chicha dans les chambres d'hôtel. Il nous a pas dit si c'est vrai ou pas. On veut mieux comprendre. Non, effectivement, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Donc ça a été très difficile d'ailleurs. Je trouve que je salue d'ailleurs la gestion de l'entraîneur par rapport à cette crise parce qu'il y avait eu toute une dynamique pour dire il faut mettre les joueurs dehors. Il faut les foutre dehors complètement et les sortir de cette équipe. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de discussions. Moi, j'étais aussi entraîneur et manager parce que d'autres joueurs étaient un peu solidaires en disant non, on ne veut pas qu'on perturbe un peu la dynamique. J'ai écouté, si vous faites ça, on parlera que de ça. Donc, essayez de voir quelles sanctions vous pouvez donner, mais sans que ces gars quittent le groupe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement eu des sanctions financières notamment, et les joueurs n'ont pas pu monter sur le terrain. Mais il y a eu une gestion effectivement collective, et le capitaine d'ailleurs, que je salue énormément, s'est excusé personnellement au nom de tous les joueurs et a demandé pardon. Et Naby Keita d'ailleurs, que je voulais saluer, et Siaka aussi, qui ont été d'ailleurs les deux grands joueurs pendant cette compétition. Vous devez savoir que c'est après 3 CAN que ces joueurs aujourd'hui sont devenus je dirais très expérimentés et on peut montrer effectivement quelque chose de concret. Donc il faut qu'on puisse construire une équipe. Et il faut du temps. Il faut du temps et c'est la difficulté aujourd'hui. Nous les Guinéens, on est très impatients et on veut tout de suite partir de là et arriver directement là. Dans le micro. De ce point de vue, est-ce que vous allez garder non, Kaba, j'allais poser la question. Non, Kaba, il a déclaré sur le plateau de Talent d'Afrique que il n'est plus le sélectionneur de la Guinée. Double question le concernant. Comment vous avez jugé son travail durant cette CAN? On sait dans quelles conditions il a pris l'équipe nationale et quelle perspective pour lui? Est-ce qu'il sera, pour reprendre la question de Mamadou Ouri, est-ce qu'il va continuer l'aventure ou qu'est-ce qui se trame avec la fédération? Ou bien vous pensez déjà à trouver un successeur, à recruter un nouvel entraîneur?
Alors, je vais vous répondre. D'abord sur son travail. Je vais vous répondre très franchement. Ouais. D'abord, je trouve que par rapport à la mission qui lui a été confiée, avec une crise qu'il y avait d'abord dans l'équipe, avec un entraîneur qui ne fonctionnait plus du tout, un entraîneur principal qui ne fonctionnait plus du tout avec les joueurs, avec la sélection qu'il a été faire en très peu de temps, parce qu'il a été chercher certains joueurs, je trouve que honnêtement, Kaba Diawara a fait un excellent travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si ça ne dépendait que de moi, aujourd'hui, je ne fonctionnerais pas comme on fonctionne avant. En 10 ans, combien d'entraîneurs on a eu en Guinée aujourd'hui? En 10 ans, combien d'entraîneurs il y a eu? Plusieurs. Voilà, on en a eu au moins 5 ou 6, au minimum, Ouais. pratiquement. Et donc, dès qu'il y a ça va pas, on fout l'entraîneur dehors. Le Sénégal, on regarde aujourd'hui, après 7 ans, aujourd'hui, cet entraîneur a fait un travail de fond. Avec Il a Aliou été Cissé. très critiqué. Ouais. Aliou Cissé, après 7 ans, a réussi à gagner la CAN. Il faut un projet à long terme. Il faut un projet, il faut une cohérence. Il faut des joueurs aussi qui compétissent. Vous savez, quand on change d'entraîneur, les joueurs changent. Très souvent. Ouais. Et puis il va sélectionner d'autres personnes, etc. Donc on n'a jamais une équipe qui reste homogène Ouais. et qui joue ensemble pendant plusieurs années. Ouais. Et si on veut arriver à l'objectif qu'on s'est fixé, notamment CAN 2025, en disant il faut qu'on ait une équipe performante, il faut qu'on ait un entraîneur stable qui accompagne une équipe stable qui permettra effectivement de performer, j'espère, demain. Donc, si ça ne dépendait que de vous, il devrait continuer son travail. Pour moi, oui, il a fait un excellent travail, c'est un Guinéen. Et puisque Je c'est pense vous qu'il qui, faut c'est l'encadrer. vous qui êtes employeur du On est sélectionneur. employeur, mais il y a aussi la vie effectivement de la fédération. De la fédération, qui est hyper bien importante. entendu. Parce que c'est Le eux qui Connor, sont- dans tout ça, une appréciation du travail abattu en peu de temps par le Connor. Ben, je pense qu'ils ont commencé un très bon travail. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a beaucoup de transparence. Chose qu'il n'y a jamais eu avant. Donc, c'est-à-dire que l'état de la situation globale, de ce qui rentre financièrement, de la manière dont ils gèrent l'endroit, la fédération, vient tout le temps au niveau du ministère. Donc, il y a un échange qui est vraiment complémentaire et qui est très intéressant. Très bien. Monsieur Lansana Béa Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports, oui. Très bien. Si Il tu me peux. semble- Ok, Il me allez-y. semble que c'est très important cette question. Je ne sais pas si c'est vrai. On apprend que la FIFA pourrait obliger la Guinée à payer 300 000 dollars à l'ancien entraîneur, monsieur Didier Didier Six. Six. Est-ce que vous êtes là-dessus? Est-ce vrai? Est-ce que Alors, effectivement, alors Paul Putt, qui est un entraîneur belge, que j'ai dénoncé au moment où on l'a entraîné, on a voulu l'engager, j'ai écrit à la Guinée, pardon, excusez-moi, parce que j'étais en Belgique. Ouais, tout à J'ai fait. écrit personnellement au ministre qui était là de dire de ne pas engager cet entraîneur parce que cet entraîneur était en procédure judiciaire en Belgique. Il était interdit effectivement d'entraîner en Europe et parce que c'était simplement un gangster et que Ouh là finalement ce joueur a été non mais j'emploie vraiment le mot, Un c'est gangster. une réalité. Et donc ce monsieur a été engagé. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un courrier qui est arrivé. On a condamné effectivement la fédération suite notamment à l'affaire Amadou Diaby. Et cette affaire Amadou Diaby, aujourd'hui, qui lui doit être indemnisé de 50 000 dollars, puisqu'il a gagné Au face TAS. au TAS, au tribunal. Et nous devons effectivement aujourd'hui, en tout cas ce qui est attaqué aujourd'hui, donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on va réagir. On demande 277 000. 277 000. 277 000 À Didier Six. non, pas Didier Six. Paul Putain. À Paul Putt, qui 200 réclame des arriérés plus effectivement des indemnités, Des pour, indemnités. pour rupture Abusif du contrat. Et qu'en est-il du cas Didier Six alors? Quand Didier Six a été entièrement réglé. Tout a été réglé. Tout Vous a l'avez été payé réglé. combien? Est-ce qu'on peut savoir? On lui a payé ce qu'on lui devait. Mais combien, monsieur le ministre? Non, vous avez parlé de transparence tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Non, Non, vous êtes transparent, monsieur le ministre. Vous ne faut pas voiler. Non, ma stratégie, c'est parce que je suis en train de réfléchir aux chiffres. Bien, Vous au même comprenez. moment. Non, Au même moment. au même moment. Donc, Bien. je pense qu'on lui devait 3 mois d'indemnité. Donc, 3 mois à peu près d'indemnité. 90 000 dollars. Bien, on va parler de l'autre CAN, puisqu'on a tiré les enseignements de la CAN qui s'est jouée au Cameroun, et on parle à présent de la CAN 2025 cabinet. Monsieur le ministre, la Guinée compte organiser la CAN 2025. On en est où en termes d'infrastructure et En termes de préparatifs. On nous parle notamment d'une co-organisation avec le Sénégal. Est-ce que c'est envisagé? Oui, effectivement. Alors, on parle de beaucoup de co-organisation. On parle d'où on en est. Alors, moi, je suis arrivé il n'y a pas tellement longtemps. Je suis arrivé, j'ai trouvé un COCAN qui était prévu depuis 2014. C'est vrai que l'état d'avancement n'était pas extraordinaire. Donc, comme moi, je suis quelqu'un qui aime relever les défis, avec le président de la République, quand on en a parlé, il a dit c'est une priorité. Mais il dit il faut qu'on réforme le COCAN. comité de COCAN pour être dans une dynamique beaucoup plus constructive. Et donc, on a dit on ne va pas personnaliser, on va essayer plutôt d'aller dans une réforme qui institutionnalise. Parce que vous savez que souvent, quand tu es ministre, tu portes un projet,
avec les autres collègues, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc, c'est un projet global. Donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est impliquer tout le monde. Donc, c'est de dire quels sont les départements qui sont concernés par la COCAN et comment est-ce que je peux les impliquer dans la commission pour qu'ils puissent m'accompagner effectivement ensemble et que ce soit un projet commun. Et donc c'est ce que nous avons fait et donc c'est en signature chez le président de la République, ça va arriver Donc vous avez proposé une recomposition du COCAN. Nous avons proposé ensemble avec le président et le Premier ministre effectivement une réforme du COCAN complet. Du comité de pilotage et des commissions. Du comité de pilotage et des commissions effectivement que je suis en train de travailler. On va mettre en place des ambassadeurs sportifs, culturels, extra, donc qui eux vont être dans une feuille de route. Il y aura le comité de pilotage qui est spécifique et je mettrai une commission spécifique aussi d'accompagnement où j'impliquerai certainement des journalistes comme vous. Bien. Et pourquoi pas? Parce que nous, on était quand même des anciens de l'ancien COCAN, pourquoi pas? Il paraît. Ouais, je ne savais pas. Ouais, il paraît. Eh bien, qu'est-ce qui va changer dans la dynamique que vous allez, la nouvelle dynamique que vous allez créer pour permettre à la Guinée de pouvoir accrocher cette canne? Parce que c'est un rêve pour la jeunesse guinéenne, pour les mordus du Curon. Est-ce que on peut tabler là-dessus, monsieur le ministre, qu'en 2025, la Guinée pourra bel et bien accueillir cette canne? Écoutez, est-ce que c'est réaliste? Non, mais l'objectif, oui, je pense que c'est plus que réaliste. C'est plus que réaliste. Pour moi, c'est plus que réaliste. Nous, on va mettre les bases et les outils pour que... Dans le micro, s'il vous plaît. On va mettre les bases et les outils pour que quand, effectivement, les prochaines personnes qui arriveront ici, si nous, on n'est plus là, qu'ils puissent finaliser ce travail. Et donc ce travail-là, on va le mettre en place. Je suis en train vraiment d'avancer avec le soutien du président de la République, du Premier ministre Mohamed Beavogui et de tout le gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un processus où on a lancé les marchés publics, on a identifié toutes les entreprises, donc maintenant il va y avoir des rencontres qui vont se faire en termes de négociation complète parce qu'on est en EPCF, on n'est pas dans un marché public classique, puisque le financement, l'étude, la construction, doit être entièrement fait par une entreprise qui va le mettre à disposition le projet à la Guinée. Et nous, effectivement, dans 4-5 ans, on commencera petit à petit à rembourser. C'est quelle entreprise? Le projet. Il y a plein d'entreprises. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de choix encore qui ont été faits. Il y en a 14 qui ont postulé. Bien. Vous continuez donc de rencontrer les potentiels bailleurs. Ça va commencer. Très bien, allez-y. Là-dessus, le micro. Là-dessus, nous apprenons qu'il y a quand même des nations qui se sont déjà positionnées par rapport à l'organisation de la CAN 2025. Qu'est-ce que la Guinée doit faire exactement pour ne pas que cela arrive? Pour ne pas perdre. Ouais. Mais ce qu'on doit faire, on doit montrer qu'on est dans le concret. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on est dans le concret. Donc à partir de lundi, je vais me rendre à Bokeh pour faire les premiers terrassements des terrains, parce qu'on va déblayer entièrement le terrain pour lancer justement ce processus et montrer qu'on est dans la dynamique. Ensuite, ce sera Kindia, et puis on fera les 3 autres régions à l'intérieur du pays. Mais j'ai l'impression que le ministère ne voit pas, en fait, le temps passer, parce qu'on se dit c'est 2025, on se projette sur plusieurs années. Ouais. Je me dis que vous ne voyez pas le temps passer. Est-ce qu'il faut aujourd'hui se mettre dans la dynamique d'accélérer les choses? Parce que je pense que ça pourrait peser sur la balance quand il s'agit de juger le niveau d'avancement dans notre pays. Vous avez parfaitement raison. Et je pense que c'est pour cette raison aussi qu'on a donné cet impulse pour pouvoir changer la dynamique de la COCAN, mais aussi qu'il y ait, j'irais, des gens de confiance aussi, parce que c'était très politisé, la COCAN, et je pense qu'on n'était pas dans une dynamique constructive. Aujourd'hui, on va opérationnaliser ça d'une manière concrète. Le président a dit que c'est une priorité, et donc comme c'est une priorité, ça veut dire qu'il faut mettre les moyens et les personnes pour qu'on puisse avancer. Donc on va vraiment avancer très très rapidement. Vous allez voir des résultats très concrètement très bientôt. Bien. Koumba Diallo. Monsieur le ministre, encore 5 minutes, on doit libérer le ministre. Oui, ma question peut paraître un peu décalée, mais j'aimerais savoir si vous avez reçu une lettre de mission. Si oui, quels sont ces termes? Sinon, quelles sont vos initiatives en cours? Mais j'aimerais aussi insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est très gênant de voir les jeunes barrer les routes pour jouer. Cela s'explique par le manque d'infrastructures. Est-ce qu'on peut avoir un peu de votre vision en termes de gestion de ce secteur de la jeunesse et des sports notamment? Et puis, quelles sont les réformes que vous seriez amenés à mettre en place? Merci beaucoup pour cette question, vraiment, j'espérais l'avoir. Ouais. Alors, vous dites les enfants qui jouent au football dans la rue. Effectivement, c'est un constat qui
qui est assez terrible quand tu vois qu'il n'y a pas d'espace pour pouvoir s'exprimer et que finalement, on parle d'avoir une équipe performante, d'avoir des joueurs locaux et que, in fine, dans tous les pays du monde, les enfants ils jouent entre 5 et 6 ans, ils font des championnats. Tous les week-ends. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 16, 17, 18, 19 ans, jusqu'à ce qu'ils deviennent des professionnels. On est dans des compétitions, pas que le football, non, pratiquement dans tous les sports. On n'a pas d'infrastructure. Et quand je suis arrivé, ça vous permettra que je réponde à une question à laquelle vous ne m'avez pas posée encore. Le comité de soutien. Cette année, on n'a pratiquement pas mobilisé beaucoup parce que beaucoup de gens ne croyaient pas en l'équipe. Mais on a pu quand même mobiliser à peu près 4 milliards de francs guinéens qui ont permis effectivement aujourd'hui d'équiper plus de 58 maisons de jeunes. Télévision, groupe électrogène, canal. Et tout ça a été effectivement entièrement alimenté pour leur permettre de pouvoir regarder, mais aussi demain, s'il y a des matchs, ils pourront regarder. Donc ça, c'est la chose qui est concrète. Et puis, ce comité de soutien, j'ai dit, ça a été très compliqué à faire passer comme mentalité, mais je l'ai fait d'abord comprendre aux entreprises avant de mettre cette procédure-là en place, qu'on garderait entre 25 et 30% du montant pour justement, j'espérais lever beaucoup plus de moyens pour mettre en place des infrastructures de proximité. Ça fait partie d'ailleurs de la priorité du gouvernement et de les missions qui m'ont été confiées. Et donc on a aujourd'hui environ entre 930 millions et 1 milliard qui sont restés sur le montant global. Donc on essaiera de voir où est-ce qu'on va pouvoir faire des petites infrastructures de proximité. Mais derrière ça... C'est insuffisant, monsieur le ministre. Bien évidemment que c'est insuffisant. On n'est pas dit que derrière ça, vous allez être très étonnés, d'ici 1 an, on va mettre en place une dizaine d'infrastructures de proximité à Conakry et à l'intérieur du pays. Des stades de proximité. Il y aura certainement certains stades qui vont être mis en place et certains espaces de jeu qui vont être mis en place, mais aussi des espaces de fitness extérieurs qui vont être mis en place à Conakry et à l'intérieur du pays. Voilà qui est bien dit. Et qu'en est-il des maisons de jeunes? Vous avez fait le tour, on vous a vu sur le terrain. Le constat n'est pas reluisant, monsieur le ministre. Non, j'avais même envie de pleurer. Je veux dire, c'est un peu comme tout. En Guinée, on commence des choses et puis on les abandonne complètement. Et on oublie. Pendant des années, on a dit la jeunesse est une priorité. Aujourd'hui, nos jeunes ne rêvent que d'une chose, c'est quitter ce pays. On n'a pas envie de rester ici parce qu'on ne nous donne aucune perspective d'avenir. Et donc, on a visité ces maisons de jeunes qui, depuis 2012, ont commencé et ont été arrêtées. Je dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Et quand on voit les montants qui étaient prévus, en plus, ce n'étaient pas des montants énorme quand on voit ce que les gens arrivent à gaspiller comme argent parfois dans des projets particuliers qui n'ont aucun impact sur la population. C'est effrayant. Donc effectivement, ces maisons seront finies d'ici la fin de l'année 2022. Toutes les maisons. Vous avez les moyens pour cela, le budget nécessaire? J'aurai les moyens. Et les moyens me seront mis à disposition pour qu'on finisse. En tout, c'est combien de maisons de jeunes qui sont en souffrance, dont la construction est en souffrance aujourd'hui? Aujourd'hui, il y en a à peu près 5. À Conakry. À Conakry. Et je pense qu'on va en faire 3 qui n'existent pas du tout à l'intérieur du pays, dans des zones qui sont complètement abandonnées, comme Kerouané ou Mandiana. Très bien. Dernière question, Mamadou. Alors, dernière question, en quelques... vous avez certainement trouvé le projet de CNJ en place. Et c'est un projet qui, franchement, a toujours été attendu, mais aucun aboutissement. Je ne sais pas si vous êtes là-dessus, le Conseil national de la jeunesse. Mais il y a aussi le fait quand même qu'il y a un certain nombre de fonds dans votre ministère. Le FONIJ qui est le Fonds national d'insertion jeune, le BOSEJ qui est le booster les compétences pour l'insertion des jeunes, qui quand même ont des fonds, mais en réalité, il n'y a pas de visibilité sur le fonctionnement de ces fonds. Et comment est-ce que vous comptez travailler avec ces fonds pour que justement les jeunes bénéficient de ces 2 fonds-là? Et puis il y a aussi le fait que le ministère de la Jeunesse est en chantier. Est-ce qu'on vous a fait l'état des lieux? Oui, les bureaux. Est-ce que on vous a fait l'état des lieux? Et le chantier, me semble, il est bloqué. Et je termine en parlant de cette crise qu'il y a au sein de la fédération de basket. Beaucoup de questions à la fois. Bien. On va aller dans l'ordre. Le CNJ d'abord, le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, c'est un comité qui a été mis en place. C'est pour cette raison qu'on était parti à Fria, qu'on s'est regroupé à Fria, parce qu'on va le mettre en place. La seule différence aujourd'hui, cette année, on va le mettre en place cette année d'ici le mois de juin. La seule différence aujourd'hui et avant, c'est que c'est pas politisé. Donc moi j'ai cette chance d'arriver dans un gouvernement qui n'est pas politisé, donc je pense que je vais pouvoir le mettre en place. Donc on va mettre les moyens, ça fait partie de ma feuille de route et des objectifs qu'on s'est fixés. Deuxième question que vous m'avez posée, les fonds. Les fonds.
Mais le Beau-Siège est un fonds très transparent. Le Beau-Siège fait vraiment du concret. Quand vous regardez toutes les écoles aujourd'hui qui ont été entièrement équipées, les écoles professionnelles et techniques aujourd'hui, il y a plein de moyens qui ont été mis en place. La Banque mondiale qui est derrière. Donc honnêtement, ces fonds-là sont vraiment transparents. Quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est une audit financière de non seulement de toutes mes EPA, mais aussi de tout ce qu'il y avait au niveau de mon département. Mon département était très endetté. Et le FONIGE? Très endetté. Le département. Le FONIGE, alors le FONIGE. Non, vous avez lâché le mot. Donc votre département était très endetté. Très endetté. Comment? Encore endetté. Comment? Il y a encore des. Comment? Vous devez savoir que la plupart, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup de compétitions qui se font. Et donc la plupart des compétitions. Endetté auprès des agents de voyage, bien sûr, de qui? Bien sûr, des hôtels, des agents de voyage, ouais. etc. Ça s'élève à combien environ? Oh, il y a quelques milliards. Non, mais vous n'êtes pas amis aux chiffres. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a quelques milliards. Donc plusieurs milliards. Il y a plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Je dirais même dizaines de milliards. Donc, ça veut dire... Comment ça va être remboursé? Ça a été audité. La première chose qu'on a fait, c'est auditer les dettes pour voir un peu quelles sont les réalités de ces dettes-là. Et ça a été programmé aujourd'hui au niveau du gouvernement. Parce que si moi, je devais rembourser ça avec mon budget, ben, je ne fonctionne plus. Ouais. Et donc voilà, donc on a fait toute une audit pour que ça puisse être remboursé, effectivement pris en charge. Parce que ce qui est important aujourd'hui, on doit relancer l'économie en Guinée. Ouais. C'est une catastrophe. Donc si nos entreprises, nos petites PME sont en crise aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas les moyens qu'elles doivent avoir normalement, ben c'est complètement aberrant parce que ça veut dire que les employés qu'on a ne fonctionnent plus. Donc le gouvernement qui doit des dettes, il faut qu'elle les rembourse. Donc on est en train de les rembourser. Le FONIGE, ça marche? Alors le FONIGE, alors vous dites qu'il y a des fonds, il y a des fonds. Il y a le fonds culturel aussi. Non, le FONIGE. Le fonds d'appui culturel. Non, le FONIGE, vous parlez, il y a eu beaucoup de bruit, effectivement, que c'est un fonds, il devait y avoir 20 milliards, etc., etc. Mais ces fonds n'ont jamais été débloqués. Donc, je pense qu'il y a 3 milliards qui ont été débloqués sur toute l'année pour pouvoir fonctionner. Mais il n'y a jamais eu ce qui avait été promis, qui devait aller sur le en termes de prévision. Tout à fait. Il y a eu des prévisions, il y a eu beaucoup de communication, mais il n'y a pas eu des moyens qui ont été dégagés. La crise à la fédération basket. Oui. De basket. Je vais être honnête avec vous. Et un mot sur la boxe avant de clore. Il ne faut pas venir sur ce plateau sans parler de boxe. Alors, comment vous comptez relancer la boxe guinéenne? Même de boxe. Oui, bien sûr. Mais qui est en crise aussi, je pense. Voilà, la Guinée, je pense que le problème, c'est que les fédérations oublient que ce qui est plus important, c'est les compétiteurs et les gens qui doivent permettre à leur fédération d'avancer. Et souvent, il y a des conflits internes et des conflits d'ego. Et donc moi, ce que j'ai demandé, on est dans une dimension aujourd'hui où on doit se dire, les frères, on doit se retrouver, on doit avoir une force commune, on doit travailler ensemble. Donc le basket, aujourd'hui, on s'est rassemblés, on a discuté. Il y a des propositions des deux clans qui sont arrivées chez moi. Et aujourd'hui, on va essayer de matcher tout ça, voir de quelle manière ils peuvent travailler ensemble. Parce que la basket est dans une belle dynamique et je trouverais dommage effectivement que pour des problèmes d'ego ou des problèmes de texte qui s'entre-déchirent entre eux. Donc je pense qu'on va essayer d'aller dans ce sens-là et je pense que je suis capable effectivement de les mettre autour d'une table et de les rassembler et ça a déjà été fait. Des propositions sont arrivées donc moi je vais revenir vers eux d'ici lundi. La boxe, exactement la même chose. La boxe, il y a eu un truc un peu des gens qui sont reconnus ici et d'autres qui s'en font reconnaître à l'international, etc. Et donc ça crée aussi beaucoup de tensions. Je les ai rassemblés de la même manière. Je pense que la boxe j'aurais un peu plus facile parce que c'est un domaine que je connais. Tout à fait. On peut monter sur le ring de boxe pour régler. On s'attend à des grandes victoires. À l'émergence de quelques grands boxeurs quand même. Pendant votre passage au ministère on va essayer effectivement de mettre des outils en place et puis on travaille aussi sur un projet d'insertion socio-professionnelle du côté de l'axe Bambeto. Tout à fait. En parlant de boxe, votre fils va boxer au nom de la Guinée ou sous les couleurs? Mon fils, il boxe déjà au nom de la Guinée. Très bien, j'ai pas l'information. Mais je lui ai dit quand il m'a dit qu'il voulait boxer pour la Guinée, parce qu'il a été au Sénégal pour les qualifications olympiques pour la Guinée, alors qu'il était presque qualifié en Europe. Mais il a quand même voulu aller pour la Guinée. Toute dernière question d'un auditeur, si tu permets. Est-ce que le congrès à la Figure Foot se tiendra dans le courant 2022? Ça, je ne peux pas vous répondre à cette congrès question électif. Parce que c'est la FIFA qui prendra en fonction de l'état d'avancement, évidemment, du processus dans lequel ils sont. Parce qu'il y a eu une visite de la FIFA il n'y a pas très très longtemps. Ils sont venus visiter notamment le centre de Nongo et tout ce qui avait été mis en place pour qu'on mette des centres de formation, notamment pour les filles à l'intérieur du pays, etc., etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc vous ne pouvez pas être affirmatif là-dessus. Je ne peux pas être affirmatif là-dessus parce que le constat n'a pas l'air d'être très 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 positif.
Et donc le travail qui doit être fait pour mettre les outils en place pour organiser les élections et assainir effectivement le truc. Il n'y a pas de confiance en fait actuellement. Comment ça, il n'y a Parce pas de qu'il y a confiance, monsieur le Il n'y a ministre? pas de confiance au niveau de la FIFA et de la CAF par rapport aux moyens qui ont été mis à disposition du pays pour pouvoir effectivement, j'irais, utiliser ces moyens dans les optiques qui ont été fixées. Donc il faut faire l'état des lieux. Bien. Exactement. Oui. Aboubacar, on a vu monsieur le ministre danser, excusez de pas de danse, et ça c'est de la culture. Mais j'aimerais bien savoir s'il sait chanter aussi, et s'il sait le faire, peut-être en 2 secondes. Parce que ça aussi... Je sais chanter, mais moi, vous m'avez vu danser, je suis un gars des années 80, donc je peux vous chanter un rap si vous voulez. Mais je ne peux pas vous chanter de belles chansons. J'essaie de dire on diarama, et dialo nous là-bas. Merci. Voilà, c'est fut un plaisir. Grand merci à toi, Koumba. Ouais, il a pu décrocher cela. Merci et ça va être dans les ACAP. Merci vraiment, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était monsieur Lansana Bea Diallo, ministre de la Jeunesse et des Sports. Il était notre invité prestige ce vendredi. On continue l'émission dans un instant.